Journée mondiale de lutte contre les rhumatismes. À la une ce soir, le chef de l'État a signé aujourd'hui en Conseil des ministres le décret portant publication du projet de nouvelle constitution adopté hier par l'Assemblée nationale. Le référendum est prévu pour le 30 octobre prochain. 9 cliniques mobiles et 2 services médicaux d'urgence mobiles vont parcourir le pays pour apporter des soins de proximité aux populations, y compris dans les zones les plus reculées. Ils ont été mis en circulation par la première dame ivoirienne. Journée mondiale de lutte contre les rhumatismes, des maladies qui s'attaquent aux articulations, notamment les os et les tendons. Elle touche 9 000 à 10 000 personnes en Côte d'Ivoire, selon les rhumatologues. Le Burundi se retire de la Cour pénale internationale. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui la loi sanctionnant le retrait du pays, comme souhaité par le président Pierre Nkurunziza. Bonsoir à tous, merci de suivre le journal de ce mercredi 12 octobre. Vous êtes sur RTI 1. La troisième, depuis avant-hier, l'avant-projet de constitution est devenu projet de constitution après adoption par l'Assemblée nationale. Le Conseil des ministres de ce jour a vu la signature du décret portant publication de ce projet de constitution. Il sera donc publié dès demain au journal officiel et pourra être consulté par tous. Viviane Naïma. Après l'adoption mardi par l'Assemblée nationale du projet de nouvelle constitution, le Conseil des ministres de ce mercredi 12 octobre, au lendemain du vote des députés, a démarré dans une ambiance de grande satisfaction. Après donc le feu vert des députés, le président de la République a signé le décret de publication du projet de nouvelle constitution. Ce document dit décret numéro 2076 771 du 12 octobre 2016 portant publication du projet de constitution de la République de Côte d'Ivoire. Le Conseil des ministres donc décrète que le projet de constitution de la République de Côte d'Ivoire, soumis au référendum du 30 octobre 2016, annexé au présent décret, est publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et la secrétaire générale du gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République, fait à Abidjan le 12 octobre 2016. Les prochaines étapes sont la campagne référendaire et l'organisation pratique du vote de la population. S'agissant de la campagne référendaire, le président de la République a fixé le lancement au 22 octobre. Je procéderai au lancement de la campagne référendaire le samedi 22 octobre prochain à Abidjan, en compagnie de mon aîné, le président Bédié. Nous rencontrerons ensuite ensemble les rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro le lundi 24 octobre. Et bien évidemment, je compte me rendre à Bouaké le jeudi pour pouvoir clôturer, si je puis dire, mon message à la nation concernant la campagne de référendum. Je voudrais insister pour dire que le référendum n'est pas une campagne présidentielle en tant que telle. Le président de la République s'adresse à son peuple et demande qu'il lui donne son opinion sur ce qui lui est proposé. Concernant les modalités pour la tenue du scrutin, 8 décrets ont été pris par le Conseil des ministres. Le premier porte convocation du collège électoral de la République de Côte d'Ivoire en vue du référendum pour l'adoption de la Constitution. Ainsi, le collège électoral ivoirien est convoqué le dimanche 30 octobre 2016. Le scrutin sera ouvert à 8 h et clos à 18 h. Le deuxième décret porte définition des spécifications techniques des cartes d'électeurs, des matériels et documents électoraux et fixe la modalité d'établissement des cartes d'électeurs et le nombre de bulletins de vote. Le troisième décret fixe la durée de la campagne.
Ainsi, il est indiqué que la durée de la campagne référendaire est fixée à 7 jours. La campagne est ouverte le 22 octobre 2016 à 0 heure et close le 29 octobre 2016 à minuit. Le 4e décret fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse des partis et groupements politiques. Le 5e décret détermine la liste des lieux et bureaux de vote en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Ainsi, le vote se déroulera dans 10 500 lieux de vote et dans 20 024 bureaux de vote répartis sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger, un lieu de vote pouvant abriter plusieurs bureaux de vote. Le 6e décret porte organisation, fonctionnement des bureaux de vote. Il faut dire qu'après leur création, il y a besoin donc d'indiquer le nombre d'agents, leur responsabilité, le type d'équipement à mettre à la disposition du bureau, etc. Donc tout cela est prévu par ce 6e décret. Le 7e décret porte réquisition de fonctionnaires et agents de l'État et assimilés, notamment toute personne rémunérée par l'État peut être réquisitionnée pour prendre part aux opérations de vote. Et le 8e décret fixe la modalité de vote des Ivoiriens de l'étranger. Si l'actualité nationale reste dominée par le référendum, le Conseil des ministres avait également inscrit à son ordre du jour le dossier de la libéralisation du secteur de l'électricité au plan national. 6 décrets ont été pris par le Conseil pour mettre fin au monopole dans ce secteur. Ces décrets précisent les conditions, modalités dans lesquelles se dérouleront désormais les activités de développement des énergies nouvelles et renouvelables, organisent le cadre stratégique de la maîtrise de l'énergie de l'autoproduction et définissent les règles de fixation et de révision des tarifs de vente de l'énergie électrique. En outre, il est mis en place un nouvel organe de régulation, plus fort, plus indépendant du secteur de l'électricité, dénommé ANARE-CI, investi de pouvoirs plus étendus de décision, d'injonction, d'enquête et de sanctions, de façon à permettre une meilleure régulation du secteur de l'électricité. Il s'agit pour le gouvernement donc d'assurer l'indépendance énergétique de notre pays, tout en créant les conditions économiques qui permettent la rentabilisation des investissements réalisés et tout en permettant également la protection des droits des consommateurs. Au volet social, le Conseil a mis l'accent sur la lutte contre les nuisances sonores. Des sanctions seront prises à l'encontre des personnes qui perturbent la quiétude de leur voisinage. Ici sera mis en place un organe chargé justement d'enregistrer toutes les plaintes des populations. Les mesures de sûreté pourront aller de la confiscation de l'objet ayant servi à commettre le bruit à la suspension jusqu'à l'interdiction de l'activité professionnelle, commerciale, artisanale et culturelle à l'origine du bruit incriminé. Athlètes et encadreurs de la délégation ivoirienne aux Jeux paralympiques de Rio 2016 seront fêtés dans les prochains jours. Les médaillés ivoiriens à ces Jeux recevront distinctions et récompenses équivalentes à celles des médaillés des Jeux olympiques, a décidé le Conseil des ministres. Voilà, c'était un point du Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui. À présent, la Troisième République en question, la lucarne que nous ouvrons chaque soir pour vous permettre de mieux comprendre le projet de la nouvelle constitution ivoirienne, pour permettre à chacun de savoir tout ce qu'impliquerait le passage à une Troisième République. Le référendum constitutionnel aura lieu le 30 octobre prochain. Ce mercredi, la Commission électorale indépendante CEI a fait le bilan de l'opération de révision de la liste électorale. Les partis politiques ont reçu la liste électorale définitive 2016 qui va servir pour le référendum également. Plus de 952 000 cartes d'électeurs sont à distribuer du 15 au 27 octobre prochain. Hamza Diaby. Les représentants des partis politiques reçoivent ici la liste électorale définitive 2016. Mais avant, le vice-président de la CEI, Gervais Koulibaly, leur adressait le bilan des opérations antérieures. Nombre total d'inscrits, 6 318 311, dont 3 189
559 hommes, soit 50,48%, et 3 128 752 femmes, soit 49,52%. Je rappelle que la liste électorale définitive 2015 comportait 6 300 142 électeurs. Cette année, nous avons 6 318 311 électeurs. Tous ces électeurs sont répartis dans 20 024 bureaux de vote, eux-mêmes situés dans 10 500 lieux de vote. Quelles sont les prochaines étapes du processus? Nous avons commencé à produire les listes d'émargement par bureau de vote, ainsi que les cartes d'électeurs. Nous avons commencé à les produire depuis le 7 et nous pensons terminer cette production le 15 octobre. Donc nous commençons le 15 octobre la distribution des cartes d'électeurs et elle s'achèvera le 27 octobre 2016. Ce sont au total 952 972 nouvelles cartes d'électeurs qui seront distribuées. Le projet de constitution qui sera soumis au vote des Ivoiriens prévoit la création d'un Sénat. Qu'est-ce que le Sénat? La notion est nouvelle en Côte d'Ivoire. Nous avons posé la question dans les rues d'Abidjan. Moi, je pense que le Sénat, en tant qu'une institution, est une très bonne chose pour des États en voie de développement. Mais pour la question relative à la Côte d'Ivoire, je pense que ce n'est pas encore le moment. Je ne suis pas absolument d'accord avec ton point de vue, dans ce sens qu'aujourd'hui en Afrique, je pense que depuis 1990, beaucoup de pays ont compris un peu l'importance du Sénat. En ce sens qu'il y a eu 16 pays en Afrique qui ont institué ça dans leur constitution. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas seulement voir la forme du Sénat, mais plutôt, je dirais, le Sénat, ça devrait être en quelque sorte une assemblée qui va essayer de constituer, de consolider nos lois. Pour ma part, en ce qui concerne l'opportunité d'un Sénat en Côte d'Ivoire, il faut dire que le Sénat vient renforcer la démocratie dans notre pays. Dans la mesure où tous les membres, ou du moins une bonne partie des membres qui composent le Sénat appartiennent aux partis politiques au pouvoir. Est-ce qu'on parle là de démocratie en tant que telle? Si une grande partie des membres du Sénat appartiennent à un parti politique qui est à l'opposition, est-ce qu'il n'y aura pas encore des écarts? La véritable question qui se pose actuellement, c'est la question de l'opportunité de l'instauration d'un Sénat, sinon d'une chambre sénatoriale dans le paysage institutionnel ivoirien. Mais déjà, il va falloir se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que le Sénat. C'était là quelques avis de citoyens lambda. Et qu'est-ce que c'est que le Sénat? Quelle différence avec l'Assemblée nationale? Quel est le rôle des sénateurs? Réponse d'experts dans ce reportage de Salimatou Dia et Michel Diré. C'est une grande première dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Le projet de constitution adopté par le Parlement prévoit la création d'un Sénat, une deuxième chambre parlementaire dans la composition du pouvoir législatif. Il s'agit d'un Parlement à caractère bicaméral, une Assemblée nationale et un Sénat. Le Sénat, qu'est-ce que c'est? Le Sénat est une chambre autre du Parlement composée de sénateurs. Ce sont des représentants des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Des sénateurs qui devront voter et donner leur approbation sur les lois de la République déjà adoptées par l'Assemblée nationale. Ces législateurs peuvent également déposer des projets de loi proposés par amendement, des modifications aux textes examinés ou encore voter pour les défaire. Quelle est la particularité d'un Sénat? Le Sénat dispose d'une fonction de contrôle du gouvernement, notamment sur l'efficacité des politiques publiques et de l'emploi de l'argent public. Quel mode d'élection? Dans le projet de constitution, l'article 87 stipule: les sénateurs sont élus pour 2/3 au suffrage universel indirect. 1/3 des sénateurs est désigné par le président de la République parmi les anciens présidents d'institutions, les anciens premiers ministres et les personnalités et compétences nationales, y compris des Ivoiriens de l'extérieur et des membres de l'opposition politique. Les sénateurs représentent, légifèrent et contrôlent. En cas de désaccord des deux chambres parlementaires,
La primauté revient à l'Assemblée nationale. Vous savez désormais ce qu'est le Sénat. C'est une nouveauté pour la Côte d'Ivoire. Elle est introduite dans le pays par la nouvelle constitution. Le ministre Maurice Bandama a mandaté les enseignants républicains à faire un large écho de ce nouveau texte constitutionnel pour la victoire du oui au lendemain du 30 octobre. Hamza Diaby. Le ministre Maurice Kwaku Bandama à la rencontre des enseignants républicains dans le Nzi. Objectif, présenter et expliquer aux enseignants la nécessité de se doter d'une nouvelle loi fondamentale. À leur tour, ils devront porter le message aux populations. Les enseignants du RER ont donc le devoir de défendre cette nouvelle constitution. Parce qu'en tant qu'enseignants, ils sont des leaders d'opinion et leur voix porte. Ils sont des éclaireurs dans leur village, dans leur quartier. Ils ont le devoir de dire aux populations ce que cette constitution porte comme valeur. Le RER, le Rassemblement des enseignants républicains, c'est 635 sections reparties sur le territoire national. Son président, Abdoulaye Kouyaté, a promis mobiliser toute cette base en faveur du oui pour la nouvelle République. Ces 600 sections, nous allons nous faire fort de leur donner des copies de l'avant-projet de cette constitution, plus le discours de présentation de cette constitution du président de la République à l'Assemblée nationale, pour que ce soit une sorte de bréviaire pour eux, pour qu'ils s'en inspirent pour préparer leur cours. Création d'une vice-présidence, d'un Sénat, suppression de l'article 35, titre foncier détenu exclusivement par les Ivoiriens, autant de points contenus dans la nouvelle constitution que les enseignants républicains devront expliquer aux Ivoiriens. Demain 20h, d'autres échos relatifs au processus en cours pour le passage de la Côte d'Ivoire à une troisième république. Autre fait marquant de l'actualité politique ivoirienne, la Côte d'Ivoire a officiellement lancé hier mardi la campagne pour obtenir un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période 2018-2019. 25 ans après, le pays pourrait à nouveau occuper ce fauteuil. Avec le Kenya, ce sont les deux pays africains candidats désignés par l'Union africaine pour représenter l'Afrique. Awa Touré. 25 ans après sa dernière participation aux délibérations du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Côte d'Ivoire à nouveau candidate pour un siège de membre non permanent. Une candidature pour manifester sa reconnaissance à la communauté internationale pour l'assistance qu'elle lui a apportée durant sa décennie de crise. Assistance qui a permis à la Côte d'Ivoire d'acquérir une expérience dans le processus de sortie de crise et de maintien de la paix avec l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI. C'est cette expérience que la Côte d'Ivoire entend partager en faisant acte de candidature pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité. Selon le chef de la diplomatie ivoirienne, ce ne sont pas les atouts qui manquent. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao et de noix de cajou. La Côte d'Ivoire, premier producteur africain d'EVA et de coton. La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique de football et médaille d'or olympique de taekwondo. La Côte d'Ivoire, championne de la paix et du dialogue, veut siéger comme pays membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour apporter à l'organe de la gouvernance mondiale le ton qui s'impose en vue d'un monde de paix et de solidarité. Monsieur le Président de la République, nous nous engageons à vos côtés pour ce noble combat. Œuvrer à l'avènement d'un monde de paix et de stabilité à travers un développement harmonieux des nations, une vision longtemps portée par la Côte d'Ivoire, conformément à son idéal de paix et qui va guider son action future au sein du Conseil de sécurité. Face au corps diplomatique, le chef de l'État a révélé la recette ivoirienne pour la résolution des crises qui secouent le monde. Notre pays veut et doit poursuivre son engagement en faveur de la paix, en apportant sa contribution aux décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est tout le sens du nouveau mandat de membre non permanent que nous sollicitons auprès de vos pays. Tirant la leçon de notre histoire, nous voulons, dans ce cadre, aider à notre tour d'autres peuples
à retrouver la paix en s'inspirant de notre cheminement, de notre récente histoire. Notre expérience de collaboration réussie avec l'ONUCI peut contribuer à faire évoluer fondamentalement les opérations de maintien de la paix. La Côte d'Ivoire ambitionne pour cela de prendre activement part à la réussite de ces opérations de maintien de la paix et de gestion post-conflit, qui représentent pour de nombreux peuples en zone de conflit l'unique espoir de retrouver la paix et, je dirais, surtout la dignité. Nous en avons, j'en suis certain, les capacités et surtout, nous avons la volonté politique de le faire. En effet, grâce à la montée en puissance de notre armée et de nos forces de sécurité, notre pays se propose de fournir au casque bleu de plus en plus de troupes aux Nations Unies et de renouer ainsi avec son passé de pays contributeur de troupes. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers diplomates, chers amis, en 2018, le monde et l'agenda du Conseil de sécurité présenteront certainement de nouveaux défis et de nouveaux enjeux pour la paix et la sécurité dans le monde. Compte tenu des violences auxquelles nos pays sont déjà confrontés et afin d'épargner à notre siècle de nouvelles tragédies humanitaires, la Côte d'Ivoire entend porter la voie de la prévention, car c'est par là qu'il faut commencer. Il s'agira pour mon pays d'inviter le Conseil de sécurité à se pencher sur les facteurs qui pourraient engendrer les conflits de demain et les moyens à même de prévenir leur apparition ou d'en gérer les effets. Il ne faut pas attendre que la crise se produise. Je reste convaincu que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit être principalement l'organe au sein duquel les décisions courageuses doivent être prises pour éviter à nos peuples et à nos États, surtout les plus fragiles, les conflits et les guerres, avec leur lot de détresse et de souffrance. Et nous en avons vécu l'expérience. La Côte d'Ivoire a besoin du soutien de tous ses amis. Oui, vous êtes tous présents et je vous en remercie. C'est pourquoi je voudrais inviter le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire à être, cette fois-ci, des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire auprès de vos différentes capitales, à l'effet d'obtenir leur soutien à la candidature de la Côte d'Ivoire. Je sais compter sur vous. Pour sa candidature, la Côte d'Ivoire peut déjà compter sur 2 soutiens de poids. Ceux de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union africaine. Sur le plan sanitaire, 9 cliniques mobiles et 2 services médicaux d'urgence, eux aussi mobiles, vont parcourir le pays pour apporter des soins de proximité. La première dame ivoirienne a procédé au lancement de leur mise en circulation. Jérôme Kofi Abola. Le fonctionnement est en ce moment effectif. Il s'agit de 9 cliniques et 2 services médicaux d'urgence mobiles. C'est la première dame de Côte d'Ivoire qui a procédé ce mercredi 12 octobre 2016 au CHU de Cocody au lancement de leur mise en circulation. Aux côtés de Dominique Ouattara à cette cérémonie, à l'instar du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs autres personnalités, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Pour elle, ces unités mobiles sanitaires répondent aux besoins sans cesse croissants des populations en matière de santé, surtout en ce qui concerne la médecine de proximité. L'élargissement de l'accès aux soins au plus grand nombre demeure un défi à relever. C'est à juste titre qu'une importante réorganisation de notre système de santé est donc amorcée pour l'adapter aux réalités et enjeux du moment. Ainsi, en dehors des cliniques mobiles pour le dépistage de la tuberculose, de l'ulcère de Buruli, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique aborde pour la première fois les soins de proximité variés et de spécialités diverses, prenant surtout en compte la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, le renforcement de la couverture vaccinale, le dépistage du VIH et une meilleure prise en charge
par le traitement par les ARV. Ces unités ont pour mission d'assister les populations dans les zones de silence et en cas de sinistre et catastrophe, de mener des activités promotionnelles de santé telles que la sensibilisation de masse, le dépistage de masse, l'éducation à l'hygiène. Président la cérémonie, la première dame de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de saluer l'importance de ces cliniques mobiles. Il s'agit, selon elle, de la santé aux portes des citoyens, ces cliniques étant destinées à parcourir toutes les régions de la Côte d'Ivoire, conformément à leur mission. Ces cliniques mobiles représentent une véritable avancée dans la prise en charge médicale de nos concitoyens et je suis convaincue qu'elles seront d'une grande aide pour les populations. C'est de cette façon qu'il sera possible de donner un accès équitable aux soins de santé à tous. Une équipe médicale compétente pourra venir jusqu'aux malades avec le matériel adéquat en vue de leur porter assistance. La santé de nos populations a toujours été une préoccupation majeure pour moi. C'est pourquoi, depuis 1998, nous menons, par le biais de la Fondation Children of Africa, de nombreuses actions de soutien dans ce domaine qui permettent de procurer des soins de santé à de nombreuses mamans et leurs enfants. Je me réjouis donc que ces unités mobiles de prise en charge des malades puissent être une réalité sur notre territoire à compter de ce jour. 9 cliniques mobiles plus 2 services médicaux d'urgence mobiles d'une valeur de plus de 2,4 milliards de francs CFA, des véhicules tels des laboratoires entièrement équipés de matériel pour accouchement, des soins dentaires, des vaccinations, des dépistages, pour ne citer que ça. 20 autres cliniques sont en attente pour permettre au plus grand nombre des populations d'accéder aux soins de santé comme le préconise le gouvernement de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Journée mondiale de lutte contre les rhumatismes, aujourd'hui 12 octobre. Ces maladies s'attaquent principalement aux articulations. Elles touchent 9 000 à 10 000 personnes en Côte d'Ivoire. Les rhumatologues recommandent une alimentation équilibrée et la pratique d'activités sportives. La 14e conférence annuelle de l'Association africaine du capital investissement et du capital risque, AFCA, est annoncée pour avril 2016 à Abidjan. La première responsable de l'AFCA en a parlé aujourd'hui avec le Premier ministre Daniel Kablon-Duncan. L'événement va mobiliser 500 investisseurs du monde entier et permettre aux opérateurs économiques ivoiriens de nouer des partenariats. L'AFCA œuvre pour la facilitation des investissements privés en Afrique. En 2015, l'organisme panafricain a investi 2 000 milliards de francs CFA sur le continent. Le procès de l'ex-première dame ivoirienne a repris ce matin. Suspendu par le président de la Cour à la demande des avocats de Simone Gbagbo, qui réclamait à la barre un témoin. Le nommé Souleymane Diallo a comparu comme souhaité par la défense. Après projection par les avocats de la partie civile de plusieurs films vidéo, ces avocats ont estimé que rien ne démontre l'implication de leur cliente. L'audience a été suspendue et doit reprendre le mardi 18 octobre prochain. Préserver l'environnement, c'est une mission du ministère de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Des dépôts de déchets non conformes ont été découverts à Yopougon, derrière la zone industrielle. Des entreprises industrielles les déversent sur ce site de façon illégale pour échapper aux frais liés à leur traitement. Moussa Konaté. Un tas d'ordures, des sachets plastiques entassés. Nous ne sommes pas à la décharge d'Akwedo, mais plutôt à un dépôt d'ordures non conforme dans les environs de la zone industrielle de Yopougon. Des déchets industriels déversés en ce lieu de façon illicite. Le constat est fait par la ministre de la Salubrité urbaine et de l'assainissement. Anne-Désirée Ouloto dénonce une pratique frauduleuse. Ces déchets doivent être enlevés, transportés par des entreprises agréées par la nature, et ces déchets donc font l'objet d'un traitement particulier pour leur enfouissement et leur élimination. Il n'y a donc aucune raison que ces déchets se retrouvent dans la nature, dans une zone industrielle. Cela suppose naturellement une intention de contourner les procédures en la matière et d'éviter donc de se soumettre aux frais qui découlent naturellement de la gestion de ce type de déchets-là. La gestion de ce type de déchets obéit donc à des règles. Ceux qui s'adonnent à cette pratique rusent avec la loi.
La ministre rassure, les coupables seront poursuivis. Les responsabilités seront situées et à partir de ce moment-là, eh bien, les auteurs seront tout simplement sanctionnés. 3 sites de dépôt illicite de ces déchets sont identifiés dans cette partie de la zone industrielle de Yopougon. Ces déchets qui ne bénéficient d'aucun traitement particulier constituent des risques environnementaux et sanitaires. Le Burundi a décidé de se retirer de la Cour pénale internationale CPI. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui la loi sanctionnant le retrait du pays comme souhaité par le président Pierre Nkurunziza. Selon la ministre burundaise de la Justice, le Burundi a adhéré volontairement à la CPI. Le retrait est aussi volontaire. Voilà, merci de votre attention. D'autres informations sur les www.rti.ci et surtout très bonne fin de soirée à tous sur RTI 1.